Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Yallah le podcast dans la série que je vous propose sur les blessures fondamentales de l'âme, celles qui font du mal, beaucoup de mal, celles qui sont déterminantes dans la vie d'adulte si elles ne sont pas soignées. Alors aujourd'hui, on va explorer en profondeur la blessure d'abandon. Alors c'est un terme qui peut paraître abstrait pour certains, mais en réalité il désigne une souffrance qui est très réelle et qui est vécue par de nombreuses personnes. La blessure d'abandon, c'est une empreinte émotionnelle qui est laissée par un sentiment profond d'abandon ou de rejet, qui est bien souvent vécu dès l'enfance. Et cette blessure, elle va affecter non seulement la manière dont une personne se perçoit, mais aussi comment elle va se connecter avec les autres et même comment son corps va réagir au stress. Mais avant de plonger dans les causes, les effets et les solutions possibles, et je trouve qu'il est essentiel de bien comprendre ce que signifie la blessure d'abandon. Parce que si vous ne donnez pas de sens à ce que c'est cette blessure, le reste, vous n'allez pas le comprendre. Cette blessure, en fait, elle découle de situations où une personne, et généralement un enfant, va se sentir délaissé, non désiré ou insuffisamment aimé, reconnu par une figure d'attachement importante, et souvent c'est un parent. Mais la figure d'attachement importante, ça peut être aussi dans la fratrie, ça peut être les grands-parents, tout dépend en fait du microcosme dans lequel vous avez évolué. Et par exemple, pour les personnes qui ont été placées, ça peut être l'éducateur, ça peut être la famille d'accueil, etc., etc. Et donc, contrairement à d'autres blessures, comme la trahison ou l'humiliation, qui peuvent être plus visibles et ponctuelle, la blessure d'abandon, elle est souvent très subtile et chronique. Donc elle va s'insinuer dans les relations en influençant le développement émotionnel et psychologique de la personne de manière très profonde et durable. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre cette blessure. Elle peut se manifester par un besoin constant de validation, une peur intense de la solitude ou encore une tendance à l'auto-sabotage dans les relations. Ces comportements, en réalité, ce sont des mécanismes de défense face à la peur de revivre l'abandon initial, le traumatisme initial. Et pour mieux comprendre d'où vient cette blessure, quelles en sont les racines, on va d'abord explorer les causes profondes et on va aussi apporter des données scientifiques. Alors, comme je vous l'ai dit, en préambule, c'est une des 5 blessures fondamentales de l'âme. Elle se développe généralement dans la petite enfance, entre 1 et 3 ans, lorsque l'enfant il va se sentir abandonné par l'un de ses propres parents ou par une figure d'attachement significative. Et cette perception de l'abandon, elle peut avoir plusieurs origines, et notamment l'absence physique d'un parent. Un parent qui quitte le foyer, un décès prématuré, ou même un parent qui doit s'absenter régulièrement pour des raisons professionnelles. Ça peut être perçu comme un abandon par l'enfant. En fait, tout dépend de la sensibilité de l'enfant, parce que par exemple, là, en l'occurrence, un parent qui doit s'absenter régulièrement pour des raisons professionnelles, il abandonne pas son enfant. Mais lui, il le perçoit comme un abandon. Et donc, à cet âge-là, l'enfant, il n'a pas encore la capacité, la maturité de comprendre les raisons derrière ces absences. Et ça peut générer un sentiment profond de solitude et de rejet. Il y a aussi, et ça c'est une chose très importante, un parent qui peut être physiquement présent, mais émotionnellement absent ou distant. Alors ça c'est très courant. Et ça peut arriver dans des situations où le parent, il est lui-même en détresse émotionnelle, il souffre de dépression, il est submergé par des responsabilités. Quand le parent, en fait, il est dans cet état-là, lui-même souffrant, peut-être lui-même traumatisé, l'enfant, il va percevoir alors un manque de soutien émotionnel, ce qui va engendrer un sentiment d'insécurité et d'abandon. Puisque s'il voit son parent souffrant, même si le parent, il veut le cacher, l'enfant, c'est une éponge. S'il voit qu'il peut pas se reposer sur son parent, il va se sentir tout le temps comme dans le vide, l'enfant. Et je vous rappelle que la structure émotionnelle de l'enfant, elle est immature. Donc pour lui, ça s'impose en fait. C'est pas quelque chose qu'il souhaite. D'ailleurs, l'enfant, il souhaite rien. L'enfant, c'est juste un enfant. Et ça, c'est très important de le répéter et de l'inscrire dans le cerveau de chacun, parce qu'il y a encore des gens quand même qui pensent que l'enfant il fait des caprices, que l'enfant il est demandeur, qu'il est stratège, qu'il est manipulateur.
Alors qu'un enfant, il a un cerveau qui est immature. Donc il n'est pas du tout comme ça. Ce sont la projection des adultes sur l'enfant qui donne des pensées en fait qui vont être délétères ensuite en plus pour l'enfant. Ceci dit, il y a aussi l'instabilité dans les soins qui va engendrer en fait cette pensée qu'on est abandonné, des changements fréquents de figures d'attachement, comme les nourrices, les babysitters, ou des situations familiales instables qui vont exacerber ce sentiment d'abandon. L'enfant, il a besoin de repères constants pour se sentir en sécurité, et toute perturbation dans ces repères peut entraîner une peur de l'abandon. Alors, ça s'appelle la routine. Un enfant, il a besoin de routine. Et sa routine, ça va pas être forcément l'endroit où il vit, ça va être la figure d'attachement qui va prendre soin de lui. Donc, admettons, il est dans une maison, si sa figure d'attachement, elle est stable et elle prend soin de lui, ça va aller. Il est dans un appartement, ça va aller. Il est dans un parc, ça va aller. Dans un avion, ça va aller. C'est vraiment la figure d'attachement qui joue un rôle clé dans cette blessure. Et sur le plan scientifique, les théories de l'attachement, qui ont été développées par John Bowlby et Mary Ainsworth, elles expliquent comment ces premières interactions avec les figures parentales, elles influencent le développement de l'enfant. Et donc, le développement de l'adulte. Un attachement sécurisant, où l'enfant sent que ses besoins émotionnels sont reconnus et satisfaits, ça va favoriser un développement sain. En revanche, un attachement insécurisant, résultant d'une négligence émotionnelle ou physique, voulue ou subie, peut poser les bases de la blessure d'abandon. C'est pourquoi les recherches en neurosciences, elles nous montrent également que les premières années de vie sont cruciales pour le développement du cerveau, et ça je vous le dis en permanence, et notamment des structures impliquées dans l'attachement et la régulation des émotions, comme l'amygdale et l'hippocampe, tout ce qui est sphère émotionnelle. D'ailleurs, il y a une étude publiée dans le Journal of Neuroscience qui a révélé que les enfants qui ont vécu des situations de négligence ou de rejet montrent une activité accrue dans l'amygdale, la région du cerveau associée à la peur et au stress. Et cette suractivation, elle peut rendre ces individus plus sensibles aux expériences de rejet ou de la solitude ou encore de l'abandon perçu à l'âge adulte. Alors imaginez lorsqu'un enfant se fait hurler dessus tous les jours, ou lorsqu'un enfant il est témoin des humiliations du père envers la mère, de la mère envers le père, des insultes, d'un climat de terreur dans la maison. Vous imaginez ? Donc tous ces gens qui disent je reste dans ce climat délétère ou ce climat de violence pour les enfants, même les données scientifiques vous prouvent maintenant que votre discours est complètement nul et non avenu. Vous restez parce que vous êtes sous emprise, ou parce que y a une famille qui fait pression sur vous, parce que la culture fait pression sur vous, mais en aucun cas pour les enfants. En tout cas, un couple dysfonctionnel ne sera jamais bon pour le développement des enfants. Alors la blessure d'abandon, bien qu'elle soit enracinée dans l'enfance, elle n'est pas du tout figée dans le temps, parce qu'elle peut être réactivée par des expériences ultérieures qui vont venir vraiment réveiller les cellules, telles que des ruptures amoureuses, des conflits relationnels, et ça va renforcer la peur d'être à nouveau abandonné. Et comprendre ses origines, c'est la première étape pour démystifier cette blessure et commencer le processus de guérison. C'est pour ça que j'ai à cœur de vraiment vulgariser les choses dans cette série, pour qu'en fait vous puissiez démystifier, réécouter jusqu'à ce que ce soit bien imprimé. Pour que en fait vous puissiez vraiment donner du sens à ce qui vous arrive. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à vous installer, à prendre des notes, ou alors à être dans une activité unique, type je fais le ménage, j'écoute le podcast en même temps, je suis en train de, je sais pas moi, mettre une machine en route, étendre le linge, faire du repassage. Mais en tout cas, si votre cerveau il est concentré sur une tâche, vous allez pouvoir intégrer les données dans des podcasts que vous écoutez beaucoup mieux. D'accord ? Donc soit vous prenez un café et vous vous installez tranquillement, ou un thé, ou ce que vous voulez, soit en fait vous êtes monotâche, et vous verrez que à chaque fois que vous allez réécouter cet épisode ou un autre, vous allez réintégrer de nouvelles choses, parce qu'à la première écoute on n'entend pas tout. Ceci étant dit,
la blessure d'abandon, lorsqu'elle n'est pas reconnue et lorsqu'elle n'est pas soignée, comme je vous l'ai dit, elle va avoir des conséquences profondes sur la santé mentale et physique d'une personne tout au long de sa vie. D'ailleurs, cette blessure, c'est comme la source de nombreux comportements dysfonctionnels. Et c'est bien souvent inconscient, je vous le rappelle, et c'est des mécanismes de défense pour éviter de revivre la douleur d'origine. Ces mécanismes, ils peuvent inclure une dépendance affective, une peur intense de la solitude, comme je vous l'avais dit, ou une vraie tendance à l'auto-sabotage dans les relations. Je vais tout d'abord parler de ce qu'elle peut engendrer en premier lieu, qui est vraiment le plus courant, c'est le trouble anxieux. La peur de l'abandon, elle peut vraiment conduire à un état d'hypervigilance où l'individu va être constamment en alerte. Il va redouter le moment où il sera à nouveau rejeté ou laissé pour compte. Ça, c'est vraiment le premier symptôme, c'est le trouble anxieux. Et donc, ce niveau d'anxiété chronique, il va épuiser le système nerveux et entraîner des troubles anxieux généralisés. D'ailleurs, il y a une étude de l'Université de Californie qui a montré que les personnes souffrant de peur de l'abandon présentent des niveaux élevés de cortisol, donc l'hormone du stress, ce qui les rend plus susceptibles de développer des troubles anxieux ou des attaques de panique. Et si ça continue, si c'est pas soigné, si c'est pas pris en compte, le sentiment de ne pas être digne d'amour ou d'attention, qui est ancré donc dans cette blessure d'abandon, ça peut amener à une dépression profonde. Donc vous voyez, c'est important réellement de prendre soin de soi pour distinguer ce qui se passe dans nos vies. Et l'individu, il va développer aussi une vision négative de lui-même et du monde, et donc son prisme. Et il va le pousser à croire qu'il est destiné à être seul ou rejeté. D'ailleurs, les recherches, elles montrent que ce type de dépression, c'est souvent des dépressions qui sont résistantes au traitement traditionnel si la blessure d'abandon sous-jacente, elle n'est pas reconnue, si elle n'est pas identifiée. Donc, vous voyez tous les gens en fait qui vous voient mal, ou si vous êtes en train de traverser une dépression et que vous vous sentez jugé, etc. C'est parce que en fait, dans l'inconscient collectif, une blessure, c'est pas grave. Tant que ça saigne pas, c'est pas grave. Alors qu'en réalité, une blessure émotionnelle, ça a des conséquences vraiment dramatiques. Et celle-ci, elle peut perturber même la capacité de l'individu à établir et à maintenir des relations saines. Je vous ai parlé de Mary Ainsworth dans ses travaux sur l'attachement, et elle a identifié, elle, des schémas d'attachement insécurisés, tels que l'attachement anxieux ou évitant. Cela, on le voit souvent chez les enfants placés et dans les dynamiques de couple, qui se développent lorsque les besoins émotionnels de l'enfant ne sont pas satisfaits de manière cohérente. Chez les enfants placés, tout simplement, lorsque l'enfant il attend, vous savez, la visite de son parent, en fait, un mercredi par mois ou un mercredi tous les 15 jours, et le parent ne vient pas. Le parent ne se présente pas. Ou alors il vient, en fait, et il fait autre chose. Il ne le regarde pas. Vous voyez ? Dans ces cas-là, à l'âge adulte, ce sont des individus qui peuvent soit devenir excessivement dépendants dans leur relation, quitte à accepter des comportements inacceptables, soit ils vont chercher constamment à rassurer leur partenaire, aime-moi, 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 regarde je suis comme ça, regarde je t'offre des choses, regarde la maison elle est nickel, regarde moi je suis nickel, etc. Vous savez, la demande en permanence. Soit à l'inverse, ils vont éviter l'intimité pour se protéger de la douleur potentielle d'un nouvel abandon. Donc là, en fait, on va être dans une forme de contrôle excessif. Voilà, je vais contrôler ma douleur, comme ça, personne ne peut en rajouter. Et avec ça, forcément, puisque la personne, elle est tout le temps stressée, tout le temps en hypervigilance, il y a un stress émotionnel chronique qui s'installe et qui va se manifester par des symptômes physiques. Voilà. C'est des douleurs chroniques, des migraines, des troubles digestifs, mal de dos, des douleurs au niveau de l'utérus, le genou qui flanche, et tout ça c'est des manifestations de cette blessure. Et les études confirment que le stress non résolu, il va affaiblir le système immunitaire en augmentant la susceptibilité aux maladies somatiques. D'ailleurs, il y a une publication dans le Psychosomatic Medicine Journal qui a démontré que les personnes présentant des niveaux élevés de stress liés à des traumas précoces avaient un risque accru de développer des maladies auto-immunes.
mais également des maladies cardiovasculaires. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il est important, je vous le rappelle, de donner du sens. Parce que ça se trouve, vous avez là déjà des maladies, vous avez déjà en fait des choses qui clochent dans votre corps et vous avez l'impression que c'est votre corps qui va pas. Non, c'est pas le corps qui va pas. Le corps, il est toujours en réponse à la psyché. Il est toujours en réponse à quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas déclaré. Et la blessure d'abandon, elle affecte votre corps dans son entièreté, hein, d'accord ? Donc, si vous n'avez pas, par exemple, de maladie, et Dieu merci, eh ben, vous allez avoir un corps en permanence tendu, par exemple, vous voyez ? Et cette blessure, elle va affecter également l'estime de soi. Et donc, l'individu, il va développer une croyance fondamentale selon laquelle il n'est pas digne d'amour. Et voilà, moi, il n'y a personne qui m'aime, moi, il n'y a personne qui peut m'aimer parce que je ne suis pas aimable, d'accord ? Au sens amour. Ce qui peut se traduire par des comportements vraiment autodestructeurs. Et des comportements autodestructeurs, ça peut se retrouver dans les relations qui vont être toxiques, mais aussi dans l'automutilation, par exemple, comme moyen de faire face à la douleur émotionnelle, mais également dans des troubles du comportement alimentaire, vous voyez, ou dans le sport excessif. Ça peut être ça aussi. Il n'y a pas de choses type. C'est-à-dire que chaque individu va traduire sa peur de l'abandon tel qu'il a été constitué. Et comme lui, il peut à ce moment-là l'exprimer. Mais les conséquences de cette blessure, elles sont toujours nombreuses en tout cas, et toujours interconnectées. Elles affectent non seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique, comme je vous l'ai dit, et la qualité des relations interpersonnelles, comme je vous l'ai dit. Et prendre conscience de ces conséquences, c'est essentiel pour entamer un processus de guérison efficace. Encore une fois, si c'est pas vous qui entamez le travail, vous ne guérirez jamais. Il n'y a pas de baguette magique. Une blessure émotionnelle, un trauma émotionnel, s'il n'est pas soigné, si c'est pas vous qui faites la démarche, il y aura rien qui se passera. Donc ça veut dire que vous allez passer votre vie et votre temps à souffrir. C'est pour ça que j'avais à cœur de parler de l'impact sur le système nerveux central et de cet impact durable qui a des effets qui se manifestent dès l'enfance et qui peuvent persister tout au long de la vie adulte. Les neurosciences, elles ont largement exploré comment le stress chronique y fonctionne et comment celui qui est induit par un sentiment d'abandon, il va affecter le développement et le fonctionnement du cerveau. Une des conséquences, c'est que ce stress lié à l'abandon, il va activer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, entraînant une libération accrue de cortisol. Et si cet état de stress, il persiste, il va conduire à une hyperactivation chronique de cet axe, ce qui perturbe la régulation du stress, ça va affecter des fonctions corporelles, y compris le système immunitaire. Il y a une étude de l'université de Yale qui a montré que les enfants qui vivent des situations d'abandon ou de négligence, elles présentent des niveaux anormalement élevés de cortisol, ce qui peut avoir des effets neurotoxiques sur des zones clés du cerveau, comme l'hippocampe. Donc c'est pas rien. Il y a l'amygdale aussi qui joue un rôle central dans la réponse à la peur et elle est souvent hyperactive chez les personnes qui ont subi des traumatismes. Cette hyperactivité, elle aussi, elle va conduire à une réaction de peur exagérée, même dans des situations où il n'y a pas de véritable danger. Et l'hippocampe, qui est impliquée dans la formation des souvenirs et la régulation des émotions, elle peut également être endommagée par une exposition prolongée au cortisol. Donc vous voyez, c'est pas rien. Les chercheurs, ils ont constaté que les personnes ayant subi un stress chronique durant leur enfance, ils vont présenter une réduction du volume de l'hippocampe, ce qui peut contribuer à des troubles de la mémoire et à une réactivité émotionnelle accrue. Vous voyez, il y a vraiment une altération du système nerveux central. Donc il y a des gens qui vont être tout le temps en attaque de panique, tout le temps angoissés et avoir des vertiges, des migraines, des maux de tête, etc. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec le corps. Ça a à voir avec le fait qu'ils sont tout le temps dans une exposition prolongée au cortisol. Et ça va entraîner une perturbation des circuits neuronaux. Voilà, c'est quand même grave. Alors qu'on peut le soigner. Donc le stress lié à l'abandon, il va perturber le développement des circuits neuronaux, notamment ceux liés à la régulation émotionnelle et à l'empathie.
Étude récente qui a été publiée, qui a démontré que les enfants exposés à un stress parental intense, donc comme je vous disais, tout ce qui est violence intrafamiliale, ils vont présenter des connexions altérées dans les régions cérébrales responsables de l'empathie et de la gestion des émotions. Et ces altérations, elles peuvent persister à l'âge adulte, en rendant ces individus beaucoup plus vulnérables à des troubles de l'humeur et des difficultés relationnelles. Vous voyez, quand on plonge dans cette blessure, on s'aperçoit qu'il y a un impact immense sur la personne qui le vit. Le système nerveux autonome qui contrôle les fonctions corporelles involontaires, telles que, vous savez, la fréquence cardiaque, la respiration, bien souvent, il est déséquilibré. Les personnes, elles respirent que, vous savez, au niveau haut, au-dessus du plexus. Le plexus, par exemple, il est complètement bloqué. Elles vont présenter une hyperactivation du système nerveux sympathique, responsable des réactions, vous savez, combat ou fuite. En fait, ça va tout le temps être la question, est-ce que je vais combattre ou est-ce que je vais partir en courant? Est-ce que je vais combattre ou est-ce que je vais partir en courant? Et ça va se traduire par une anxiété constante et une irritabilité et des troubles du sommeil. Et ensuite, on tombe dans le cercle vicieux. Parce que cette hyperactivation chronique, en fait, elle est en train de mettre en branle tout votre système. Et c'est pour ça qu'à force, ça va contribuer à des maladies cardiovasculaires et à d'autres problèmes de santé physique à long terme. Donc ça peut être, par exemple, ça peut commencer avec une tachycardie, hein. Vous voyez ? Ça peut commencer avec à chaque fois cette espèce d'empêchement de respirer. Vous savez, les gens, ils sont tout le temps là. Comme s'ils devaient remonter à la surface, prendre une inspiration et hop, ils replongent dans le stress. C'est un peu l'idée. C'est pourquoi il est très important d'expliquer ces altérations neurobiologiques, parce qu'elles vont venir expliquer pourquoi les personnes touchées par cette blessure, elles peuvent ressentir des émotions intenses, avoir du mal à réguler leur stress et rencontrer des difficultés dans leurs relations interpersonnelles. En fait, ces personnes-là, bien souvent, elles vont être qualifiées de « Oh, t'es extrême, tu surréagis, t'en fais trop, on t'a pas fait ci, on t'a pas fait ça. » Alors déjà, ce discours-là culpabilisant, c'est un truc insupportable. Parce que on est 8 milliards d'individus et on est 8 milliards d'individus à réagir différemment à une même situation. Donc c'est vraiment une absence totale déjà d'une part d'empathie et de capacité à raisonner, à avoir ça témoigne en réalité d'une sorte de vacuité intellectuelle à ce niveau-là. On est en 2024, je suis toujours aussi interloquée face à des gens qui imposent en fait leur point de vue comme ça sur d'autres parce que ils vont réagir de telle ou telle manière. Il n'y a pas de réaction bonne ou mauvaise, il y a juste des réactions. Il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise, il y a juste des émotions. Et chaque personne doit être respectée et surtout validée dans ses émotions. D'accord ? Vous savez, même les tueurs en série, même les grands psychopathes, les sociopathes, les machiavéliques, etc., on les valide dans leurs émotions, dans ce qu'ils veulent nous faire croire comme étant des émotions. Vous savez pourquoi ? Parce que ça permet de faire un diagnostic. Voilà, tout simplement. Donc l'expert en face, il valide. Parce que s'il valide pas, il n'y a pas de diagnostic. Donc vous voyez ? Ceci étant dit, toutes les conséquences que je vous ai citées, il est important de noter que le cerveau, lui, il possède une capacité de résilience et de réadaptation qui est connue sous le nom de neuroplasticité, ce qui signifie qu'il est possible de guérir et de rétablir un équilibre même après des traumatismes significatifs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc quand j'entends souvent les gens me dire « moi, c'est mon destin, et c'est comme ci, et c'est comme ça, et je m'en sortirai jamais, etc. » Vous savez, les discours négatifs, les discours un peu... sous couvert aussi de destin écrit tout tracé, je les refuse parce que on a le libre arbitre de changer les choses. On a le libre arbitre de prendre un rendez-vous avec un spécialiste et de se soigner, à moins de vouloir rester dans une position où on veut subir les choses. Alors en plus d'affecter le système nerveux central et la santé mentale, la blessure d'abandon elle a des répercussions directes sur la vie quotidienne et les relations interpersonnelles comme je vous l'ai dit. Et elle influence vraiment profondément les comportements et les choix de vie. Souvent,
bien souvent sans que la personne en soit pleinement consciente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été en quelque sorte cristallisé dans sa construction, donc dans son inconscient, entre 0 et 7 ans. Et même parfois, comme je vous le dis toujours, in utero, puisque on a les blessures transmises par les personnes qui nous ont précédés. Et donc dans les relations amoureuses, les personnes qui souffrent de cette blessure, elles peuvent avoir des difficultés à établir des relations stables. Elles peuvent développer une dépendance affective en recherchant constamment l'approbation et la validation de leur partenaire. Et si c'est pas le partenaire, ça va être une autre figure en fait représentative de ce que pourrait être un partenaire. Donc ça va créer une dynamique relationnelle complètement déséquilibrée, où la peur de l'abandon, elle pousse l'individu à accepter des comportements inacceptables ou à se montrer excessivement contrôlant. Donc contrôlant dans le quotidien, tu vas où, tu fais quoi, tu m'as pas regardé, tu l'as regardé, et ci et ça, mais vraiment dans les moindres détails. Donc vraiment c'est terrible. Par exemple, une personne qui peut insister pour rester en contact permanent avec son partenaire par peur qu'une absence prolongée, elle soit le signe d'un désintérêt ou d'une rupture imminente. Vous voyez, donc ça c'est le contrôle, mais qui est initié par la peur. Donc c'est terrible. Donc la personne, en plus de devenir toxique pour le conjoint ou la conjointe, elle est toxique pour elle. Et dans ces interactions sociales, ça va se manifester par une difficulté à faire confiance aux autres. Parce que tout le monde peut me trahir. Tout le monde peut me laisser sur le bas-côté. Et donc, on va éviter des relations par crainte d'être déçu, d'être rejeté. Et inversement, on peut chercher aussi à plaire à tout le monde de manière excessive. En sacrifiant ses propres besoins pour éviter toute forme d'abandon. Donc, ça va mener à une vie sociale complètement insatisfaisante, qui va être marquée par un masque de superficialité dans les relations. Et parce que derrière, en fait, il y a une vraie solitude qui est ressentie. Donc, ne pas être soi-même en société. Toujours être présente pour la copine ou le copain, toujours aller rendre service, faire les courses, tiens je te garde tes enfants, je sais pas moi, je t'écris ton CV, ta lettre de motivation, je te démêle un problème administratif, et puis pendant ce temps-là la personne elle oublie sa propre vie. Et dans la vie professionnelle c'est pareil. La peur de l'abandon, elle s'immisce dans la vie professionnelle. Les individus, ils vont éviter de prendre des initiatives ou de s'affirmer par crainte de l'échec. Et à l'inverse, il y en a certains qui vont adopter un comportement hyper perfectionniste dans le but d'obtenir la validation constante de la part de leur hiérarchie, des collègues, d'être en fait le point central sur lequel, par exemple, toute l'équipe, elle va reposer. Et ça, c'est hyper grave pour eux parce que ça les conduit forcément à un épuisement professionnel ou à une stagnation de leur carrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on est très bon et qu'on prouve qu'on est très bon dans un domaine, voilà, je trouvais plus le mot, et il y a des managers qui vont décider qu'il faut rester dans ce domaine. Et donc, on va pas vous augmenter au niveau du salaire ou alors au niveau de la carrière, vous allez pas, pouvoir faire évoluer la carrière. Donc, il y a un moment donné où forcément une stagnation sur le même poste plus le perfectionnisme, ça conduit à un épuisement professionnel et donc au burn-out. Et on retrouve la même dynamique dans les relations familiales. La blessure d'abandon, elle va influencer les dynamiques familiales. Les personnes, elles vont reproduire les mêmes schémas de dépendance ou de rejet qu'ils ont vécu dans leur enfance avec leurs propres enfants ou leurs conjoints. Donc, par exemple, si vous êtes parent et que vous souffrez de cette blessure inconsciemment, donc vous le savez pas, mais vous avez toute la dynamique qui montre que vous souffrez de cette blessure, vous allez peut-être chercher à vous rassurer en permanence auprès de votre conjoint. Et auprès de vos enfants, c'est en étant trop protecteur ou en demandant une affection excessive de la part de vos enfants. Donc ça va créer un cercle vicieux de dépendance émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez être accroché en permanence à vos enfants, ça va être votre point votre pilier en fait, et eux aussi. Mais c'est hyper délétère pour leur développement, puisque sans vous, ils sont rien, alors qu'on est censé en fait guider nos enfants pour qu'ils soient le plus indépendants possible, libres. Donc oui, c'est bien d'avoir une place centrale
et dans sa vie en fait avec ses enfants, mais il faut qu'elle soit équilibrée. Et là, lorsqu'il y a la blessure, elle n'est pas du tout équilibrée. Et donc, ça montre bien en fait que cette blessure, elle a affecté la perception de soi et l'autonomie quand vous-même vous étiez petit. Et donc, il y a eu un développement d'une faible estime de soi en croyant en fait que vous étiez pas digne d'être aimé ou de réussir. Et donc cette croyance limitante, elle va entraver la capacité à prendre des décisions autonomes et à se lancer dans des projets personnels par peur de l'échec ou de pas être à la hauteur. Et cette croyance, elle se retrouve réellement dans la dynamique familiale, comme on l'a vu dans la dynamique professionnelle. Mais dans la dynamique familiale, c'est complexe parce qu'en fait, les parents, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte qu'ils étouffent leurs enfants, ils se rendent pas compte en fait qu'ils sont en train de les rendre dépendants. Donc c'est très compliqué et c'est beaucoup de souffrance parce que les parents, quand ils apprennent ça, ils sont en pleurs parce qu'ils se disent j'ai mal fait. Mais c'est pas que vous faites mal. C'est qu'en fait, vous savez pas et vous faites surtout comme vous pouvez, avec les moyens qu'on vous a donnés. Et là, en l'occurrence, les moyens qu'on vous a donnés, c'est des blessures. Donc, il faut aborder les choses avec plein de bienveillance. Hein. C'est pour ça qu'il est crucial de reconnaître les schémas. Les schémas, en fait, inconscients, qui nous font bouger toute la journée. Parce qu'il y en a qui sont complètement délétères. Et une fois qu'on les reconnaît, on peut les transformer et trouver un équilibre dans les relations et dans la vie quotidienne. Voilà, les conséquences de la blessure d'abandon, on sait qu'elles sont omniprésentes et qu'elles peuvent entraver vraiment de manière significative la qualité de vie. Mais si on sait reconnaître cette blessure et qu'on la soigne, déjà, on la transmet plus. Hein, ça veut dire qu'on suinte plus sur les autres avec cette blessure. Et ensuite, on a des réactions qui sont maintenant équilibrées. On a une dynamique plus douce, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Ça se retrouve. Hein. On voit quand les gens guérissent d'une des blessures fondamentales, on le voit vraiment quand les gens guérissent. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous parler des solutions et de ce chemin vers la guérison. Parce que guérir de la blessure d'abandon, quelle que soit une des blessures fondamentales, c'est un processus qui est complexe et qui nécessite du temps, de la patience et un accompagnement thérapeutique. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut un accompagnement thérapeutique. Sinon, en fait, c'est on met un petit peu un coup de propre, ou on met un pansement, et le pansement, il va se décoller régulièrement, et régulièrement, vous allez retrouver les mêmes patterns. Et à chaque fois, vous allez dire, pourquoi moi ? Parce qu'en fait, la blessure, elle veut se faire entendre. Elle veut être guérie. C'est pour ça qu'il y a plusieurs pistes pour entamer ce chemin de guérison et qui sont enrichies en plus par des approches scientifiques basées sur les neurosciences et la psychologie et que vous avez tout intérêt à vous baser là-dessus pour faire un bilan et avancer. Et bien évidemment, le premier pas, c'est la prise de conscience et l'acceptation. Ça, c'est vraiment le premier pas vers la guérison. Il est essentiel de reconnaître qu'on a une blessure, quelle qu'elle soit, et d'accepter qu'elle fait partie de soi et de comprendre comment elle influence nos comportements, comment elle impacte nos comportements dans la vie quotidienne. Mais surtout, dans le même temps, l'important, c'est de ne pas se juger, mais plutôt de se regarder avec compassion. Parce que ce processus d'auto-acceptation, il va vous permettre de désamorcer vraiment les mécanismes de défense que vous avez mis en place, tout simplement parce que vous souffrez, et d'entamer une véritable guérison émotionnelle. Et en ça, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une approche qui est hyper efficace pour identifier et modifier les pensées négatives et les schémas de comportement dysfonctionnels qui sont liés à cette blessure d'abandon. Donc, vous voyez, vraiment, ça, c'est la thérapie de base. Ensuite, en travaillant sur la reprogrammation des émotions, donc en EMDR, des croyances limitantes, la thérapie, elle va aider à développer une vision beaucoup plus positive de vous-même et des relations que vous entretenez. Donc ça veut dire que vous pouvez faire un bilan en disant voilà, en fait, dans cette relation, moi j'ai pas été cool. Pourquoi ? Parce que j'étais conditionnée comme ça à cause de ma blessure, mais maintenant je le reconnais, j'assume ma responsabilité et j'avance.
Voilà. Et vraiment, c'est un life changer d'être en thérapie. Et les études le montrent parce que, par exemple, il y en a une là qui a été publiée et qui montre en fait que la TCC et le MDR réduisent drastiquement les symptômes de la dépression et de l'anxiété chez les personnes qui souffrent de traumatisme d'abandon. D'accord ? Donc, vous avez vraiment tout intérêt à choisir ces deux axes-là. Ensuite, vous avez aussi les séances d'hypnose. Les séances d'hypnose, elles vous permettent de lâcher prise. Moi, je trouve que vraiment l'hypnose, c'est un outil magnifique qui permet de s'octroyer une pause et qui permet de montrer au cerveau, en fait, parce que le cerveau, il distingue pas que vous êtes sous hypnose. Lui, il croit que c'est la réalité. Et donc, dans cette réalité, dans cette conscience modifiée, il fait ce que consciemment vous n'avez pas envie de faire. En fait, il va agir sur cette blessure, d'accord ? Alors moi, j'aborde toujours en hypnose les choses de manière délicate parce que j'aime pas tout ce qui est approche frontale. Et les gens se sentent calmes, sereins, beaucoup plus détendus et ils ont un sentiment de légèreté après les séances. D'ailleurs, normalement, chaque séance doit mener à un sentiment de légèreté. Et ça va travailler en profondeur sur les schémas émotionnels enracinés dans l'enfance. Mais il faut une combinaison des choses. Hein. Vous avez des séances d'hypnose qui sont très 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 efficaces. Hein, et qui vont corriger les schémas d'attachement dysfonctionnels. Vraiment, on a plein d'outils qui sont fabuleux. Et j'attire votre attention sur l'hypnose. Là, ça me revient. Il y a encore des gens quand même qui croient que on utilise en fait des entités pour travailler en hypnose. Enfin, moi, ça m'affole quand même. Et il y a des gens vraiment qui ne viennent pas en séance parce que ils ont peur que on fasse appel à une entité et qu'on va travailler avec ça, etc. Genre, on est des sorciers. Alors qu'en réalité, si on se renseigne un petit peu, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié et tout le monde est en hypnose au moins 10 fois par jour, sans s'en rendre compte. Vous voyez, quand on a une baisse de vigilance, ou quand on a un petit peu la tête qui part dans les nuages, vous êtes dans un état de conscience modifié. Et il n'y a pas d'entité, il n'y a rien du tout. C'est hyper important de le souligner parce que vraiment, vraiment, je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui ont peur des séances d'hypnose parce qu'elles ont peur qu'on prenne le dessus, ce qui est impossible, d'accord ? Et qu'on fasse faire n'importe quoi, et parce que aussi elles ont peur, elles ont des croyances limitantes sur le fait qu'il y ait des entités. Idem en EMDR, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Donc ceci étant dit, donc vous avez la TCC, donc la thérapie, vous avez le MDR, vous avez l'hypnose, et vous avez aussi en fait ce qui est de vous-même, d'aller faire du yoga, de méditer, voilà, de prendre un temps pour vous, pour que petit à petit, toutes ces pensées négatives, en fait, elles vous submergent plus. Alors la méditation, c'est comme le vélo, hein, c'est petit à petit, d'accord ? Le système nerveux central que vous avez, si vous êtes, troublé par cette blessure de l'abandon, il est au max de la nervosité. Donc au moment où vous allez lui demander de se relaxer, il va pas le faire tout de suite. Mais au fur et à mesure, il va réduire l'hypervigilance. Et donc, vous allez avoir un état de relaxation. Mais c'est comme tout, il faut le faire tous les jours. Voilà. Et vraiment, par contre, je reviens un petit peu dessus, j'insiste parce que pour moi, le MDR, c'est vraiment la technique qui va être hyper efficace dans le retraitement de la mémoire traumatique. Vraiment. Et c'est une méthode qui a largement fait ses preuves. C'est à la base, il faut savoir quand même que c'est les gens qui reviennent de guerre, qui ont été soignés et qui sont soignés avec cette méthode. Donc sur d'autres traumas, c'est très efficace. Et par contre, comme d'habitude, pas en une séance. Ça, c'est clair et net, mais je tiens à le redire parce que encore une fois, il y a des choses très dangereuses qui circulent et qui font croire aux gens qu'en une séance, on peut guérir. C'est faux. Il faut de l'investissement, il faut de la discipline et de l'autocompassion. Soyez compatissant envers vous-même. Vraiment, travaillez sur cet aspect essentiel de la guérison. L'autocompassion, c'est la capacité à se traiter avec gentillesse et compréhension, même dans les moments difficiles. D'accord ? Et ça va vous permettre de diminuer l'autocritique et de renforcer l'estime de soi.
Il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus parce que je sais que dans certaines familles, lorsque vous voulez être en autocompassion, vous avez tout un microcosme qui vient réouvrir la blessure en permanence, vous parler du passé et vous dire que ce que vous avez fait c'est mal, etc., etc. Non, c'est bon, ça suffit. Donc l'autocompassion, ça passe aussi par le fait de s'éloigner des gens temporairement qui vont vous rappeler en permanence des choses que vous voulez pas entendre. Hein. Parce que déjà en thérapie, c'est difficile d'entendre un passé comme ça qui a été tributaire de blessures inconscientes. Alors si c'est pour l'entendre encore tous les jours, c'est pas la peine. En somme, guérir de la blessure d'abandon, c'est vraiment un parcours personnel unique et qui demande de la persévérance et de l'engagement envers soi-même avec les bons outils et le soutien approprié. C'est possible de transformer cette douleur en une vraie force intérieure. Tous les gens qui ont guéri d'un passage traumatique dans leur vie sont devenus des gens vraiment solides intérieurement. Et c'est le plus important. C'est d'être solide à l'intérieur. Ce que les gens pensent de vous à l'extérieur, ça c'est leur problème. Et il faut se rappeler aussi que la guérison, c'est un processus continu où chaque étape, même la plus petite, elle compte. Ça, je vous le dis tout le temps, dans chaque épisode, je crois je le dis, mais vraiment la plus petite étape compte parce que, je vous le répète, il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de leur lit le matin et le jour où ils arrivent à sortir de leur lit, pour vous c'est une petite étape, mais pour eux c'est vraiment déterminant. Donc grâce aux avancées des neurosciences, maintenant on comprend mieux comment cette blessure elle se forme, comment elle affecte le système nerveux central, comment elle influence notre vie quotidienne et il est important de comprendre que tout au long de ce processus vous devez aussi nourrir votre cerveau. Et quand je dis nourrir, c'est prendre des compléments alimentaires qui vont alimenter ce cerveau, prendre des acides aminés, prendre du magnésium, selon le niveau de stress il peut y avoir rhodiola, L-tryptophane, vous avez aussi L-tyrosine qui est très bien. Et si vous êtes très fatigué et que vous avez un épuisement intense, parce que en général c'est ça, vous prenez des plantes adaptogènes comme l'éleutérocoque, ashwagandha, etc. Moi c'est ce que je recommande, encore une fois parce que c'est ce que j'ai testé. Et c'est ce qui est le plus concentré que j'ai testé. Donc c'est vrai que ça a un coût au départ, mais franchement ça vaut largement la peine plutôt que de prendre des trucs qui sont microdosés et dont vous n'allez pas ressentir les effets. Parce que vous aurez l'impression d'être encore en échec. Et je voulais encore dire une chose, c'est qu'il est important de souligner que la blessure d'abandon, c'est pas une fatalité. Tout comme la blessure de rejet dont je vous ai parlé, parce que comme je vous l'ai expliqué, si vous êtes engagé envers votre guérison, vous allez pouvoir surmonter cette blessure et mener une vie équilibrée et épanouissante. On a parlé de plein d'outils aujourd'hui et c'est vraiment ces outils-là qui vont vous offrir un chemin vers la réconciliation avec vous-même et la création de relations beaucoup plus saines et plus authentiques. Vous allez vous assumer, clairement. Surtout avec la blessure d'abandon. Une fois qu'elle est soignée, et que le système nerveux central il est équilibré, que tout est régulé, vous allez vous assumer, vous allez être authentique. Et je vous garantis que votre cercle autour va changer. Parce que les gens ont l'habitude de vous voir d'une certaine façon, et vous allez enfin vous assumer tel que vous êtes, avec vos prises de position, avec vos ressentis, avec vos émotions. Vous allez valider qui vous êtes. Et ça, je trouve que c'est le cadeau le plus merveilleux qui soit, c'est de réussir enfin dans sa vie à assumer qui on est, en prenant ses responsabilités, en étant heureux d'avoir créé, en fait, d'avoir mis au monde cette personne qui cherchait que ça, à vivre. Je n'aurai de cesse de le répéter, vous avez droit au bonheur. Le bonheur, c'est pas que pour les autres. Vous avez le droit de baisser les armes, de les lâcher, de dire je ne veux plus me battre. Vous avez le droit. Je ne veux plus me battre ne signifie pas je jette l'éponge et je renonce à qui je suis. Non, je ne veux plus me battre, ça signifie je veux vivre ma vie pleinement. Et vivre ma vie pleinement signifie que je m'engage envers moi-même et que je vais construire mon bonheur parce que je suis un adulte responsable. Tout ce qu'on vous fait croire de tais-toi, ça va passer, passe à autre chose, garde le silence, etc. Ça arrange tout le monde sauf la personne qui est blessée.
Donc n'écoutez pas les gens qui veulent vous réduire au silence, exprimez-vous, faites valoir votre vérité et entamez votre chemin de guérison. Et voilà, ça y est, je pense que j'ai fait le tour de la question, j'ai voulu vulgariser un maximum. J'ai pris un peu plus de temps sur cet épisode parce que je trouve que la blessure d'abandon, elle est vraiment, vraiment très violente et qu'elle a des traces beaucoup plus profondes enracinées dans l'inconscient. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de m'écouter. Comme d'habitude, on peut échanger sur Instagram et j'espère vraiment que cet épisode, il vous a apporté des clés, des éclaircissements et surtout des ressources pour mieux comprendre et traiter cette blessure si vous en souffrez. En tout cas, n'oubliez pas que la guérison, c'est un voyage et que chaque pas, aussi petit qu'il soit, c'est un pas qui compte.